Donc, le devoir est à remettre le 19 avril, 23h59. Ça va. Tout au long du devoir, il y a des démarches à faire. Si vous souhaitez faire vos démarches uniquement à la main, pas de problème. Je ne vous oblige pas à utiliser Maxima. Je vous encourage. Je pense que vous pouvez sauver du temps. Mais si vous avez développé une aversion profonde, je ne vais pas vous obliger. Sachez par contre que si vous faites vos calculs à la main, vous pouvez faire une façon hybride de fonctionner, là, donc un petit peu de Maxima, un petit peu de calcul à la main, pas de problème. Mais évidemment, ce que vous faites à la main, vous me l'écrivez dans la tech de manière à ce que je comprenne les solutions. En particulier, quand on résout une équation différentielle, quand on veut résoudre une équation, il faut que je vois d'où ça vient. Est-ce que c'est Maxima ou vous avez utilisé papier-crayon avec ce que vous avez appris dans vos cours? OK? Évidemment que si vous utilisez Maxima, je m'attends à avoir une insertion de vos programmes là, avec une saisie d'écran. Évidemment, le fichier de remise, ben, si vous avez utilisé Maxima, vous me remettez le fichier Maxima pour que je puisse le voir. Je vous donne des ressources disponibles qui, sans rien vous cacher, là, résument très bien pratiquement tous les éléments de réponse se retrouvent à un moment ou à un autre dans un des documents que j'ai là. On va supposer ici que notre médicament en question doit agir sur le système circulatoire. Les molécules qu'on ingère doivent finir par se retrouver dans le sang. Donc, quand je dis le système circulatoire, c'est le sang. Donc, je pourrais peut-être mettre ça en rouge, je serais peut-être plus à propos. Donc, à partir du moment qu'il est dans le sang, c'est là qu'il va agir. De quelle façon un médicament peut se rendre dans le système circulatoire? Le numéro 1, c'est le cas où, le plus simple, où c'est directement par intraveineuse. Donc, on suppose qu'instantanément dans le sang, donc vous voyez mon sang là, qui est représenté ici par, imaginez-vous que c'est du beau sang rouge ici, là. Puis on a d'un seul coup inséré des molécules d'une certaine concentration, d'une certaine quantité. Et qu'est-ce qui se produit aussitôt? Les molécules agissent et au fur et à mesure que les molécules agissent, le corps, lui, est en train d'éliminer, un peu comme quand on va manger la nourriture, les enzymes font leur travail, le corps assimile, prend ce qu'il y a, puis après, ben, on élimine. OK? Donc, d'où le principe du réservoir. Il y a quelque chose qui rentre et il y a quelque chose qui sort. Donc, on dit, entre autres, que si on lit le texte, le corps élimine les molécules du médicament de façon continue à un taux proportionnel à la concentration présente. Ce terme-là, je pense que vous l'avez entendu maintes et maintes fois. Si je vous demandais instinctivement de faire un graphique, la concentration de la molécule dans le sang, bien, à un moment zéro, injection. Boum, on est à un certain endroit, mettons ici. Et là, qu'est-ce que le corps fait? La molécule, elle agit, le corps élimine. OK? Parce que la molécule, elle a fini d'agir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, sans trop vous cacher ce qui se passe, la concentration elle va diminuer au temps suivant. Bien là, à quelle vitesse ça se fait? Plus la concentration est élevée, plus la pente, plus le taux de variation est grand. Donc, plus qu'il y en a, plus que ça diminue. Puis, au fur et à mesure, moins il va y avoir de médicaments, moins il en reste à sortir, moins le corps élimine. Ce qui fait en sorte qu'instinctivement, on va se retrouver avec un genre de graphique comme ça. OK? Donc, la quantité, la concentration de molécules, la concentration, vous aurez compris que si je parle en concentration par rapport à la quantité X, bien, la relation, c'est X sur V là, qui me donne. Donc, plus la quantité est grande, le volume, lui, il reste constant. C'est le volume de sang qu'il y a dans le corps, qui est mentionné d'ailleurs dans le problème. Donc, plus la concentration est grande, donc la concentration est grande au début, plus que l'élimination se fait rapidement. Moins il en reste, moins. Donc, au numéro 1, je vous demande de résoudre cette équation. Vous l'avez faite maintes et maintes fois dans le devoir 4. Il faut respecter par contre les petites. Tu sais que des fois, je dis, hey, faites attention, on va supposer que notre cas est plus grand que 0, donc ajustez en conséquence l'équation différentielle. Je vous donne des valeurs, certaines informations par rapport au problème pour que vous soyez en mesure de trouver les conditions initiales, la valeur de la constante C, la valeur de la constante K. Vous serez tout en mesure de trouver ça. J'ai une petite question sur la demi-vie.
Donc, ça fait un peu référence au au devoir 4. Il y avait une question sur la demi-vie. Est-ce que dans le cas bien précis ici, la demi-vie va changer en fonction de la concentration initiale? Si la concentration, si au lieu d'avoir une dose de 200 mg, j'aurais une dose de 400 mg, est-ce que la demi-vie serait encore de 3 heures? Donc, je veux une réponse par rapport à une démarche mathématique. La raison pour laquelle on injecterait telle ou telle concentration d'une dose, c'est pour respecter une certaine posologie où on sait, fait que là, encore une fois, quelque chose qui est bien logique, en deçà d'une certaine concentration, le médicament ne sert à rien. Il y a tellement une infinité de molécules que ça n'accomplit pas la tâche qu'elle est supposée de faire. Ou, eh bien, je veux dire, et il y a également une limite supérieure. Au-delà d'une certaine quantité, ça devient toxique pour le corps. Donc, chaque médicament a un peu ses propriétés. Dans le cas qui nous intéresse, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intervalle thérapeutique. Donc, on dit que l'intervalle thérapeutique va être en une concentration entre 10 et 100. Donc, j'ai 10 ici, j'ai 100. Et je vous pose la question, une fois que vous allez avoir résolu l'équation différentielle, que vous allez avoir trouvé la solution particulière, donc vous allez pouvoir exprimer la concentration en fonction du temps, ce qui représente la courbe en rouge, je vous demande pour combien de temps on est dans l'intervalle thérapeutique. Donc, au début, c'est facile. Ici, on commence à 0. Puis je me demande, mais c'est quoi la valeur qui est là? OK? Au D, on parle d'efficacité. À quel point un médicament est efficace ou non? Là, on fait référence à la fois la durée pour laquelle le médicament est dans le corps, mais également les concentrations. Plus la concentration est élevée, plus que le médicament est efficace. Mais étant donné que la concentration diminue, son efficacité diminue. Mais pour calculer l'efficacité, ce qu'on doit faire, c'est faire la somme de toutes les concentrations. Donc, sur un intervalle de temps, je suis capable de savoir, un petit intervalle de temps, la concentration est approximativement de telle valeur. Après, donc, il y a eu tant de molécules qui ont agi. Après, il y a eu tant de molécules qui ont un peu moins, mais encore une fois, c'est quand même efficace. Donc, au fur et à mesure, quand on additionne toutes les concentrations, c'est qu'on a additionné quelque part tous les contacts de molécules qui ont fait en sorte que c'est devenu efficace pour le corps, que le traitement a été comme accompli. La molécule a fait sa job. C'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. Faites attention, vous n'avez pas, pour trouver l'intervalle sur lequel on applique la formule pour calculer la biodisponibilité, on ne fait pas attention à l'intervalle thérapeutique. Autrement dit, on fait la somme de toutes les concentrations. OK? On ne va pas s'arrêter ici. Au numéro 2, c'est également un problème où on injecte un médicament par intraveineuse, mais là, il faut avoir en tête la chose suivante. Parfois, il y a des traitements qui demandent, par exemple, quand on est hospitalisé, qui demandent d'agir sur une période un peu plus longue. Donc, des fois, c'est juste une fois, mais des fois, on voudrait avoir une présence continue. Je vais prendre un exemple, mettons, pour traiter la douleur, un patient va avoir une dose de morphine. Mais il ne va pas juste prendre une dose de morphine, il n'aura plus dans son corps, va recommencer à avoir mal, reprendre une autre dose. Donc, les doses vont se succéder parce qu'on pourrait prendre juste une dose vraiment, vraiment grande pour que ça dure vraiment, vraiment longtemps, mais comme il y a une limite maximale, on ne peut pas donner une quantité infinie de morphine en se disant hey, il va en avoir pendant 3 heures, pendant 3 jours dans le corps, parce qu'on va tuer le patient parce qu'il y a une quantité toxique. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est logique, un peu comme quand vous lisez la posologie des Advil, prenez-en à chaque 6 heures, à chaque 4 heures, à chaque 8 heures. Mais là, pensez à une dose qui est injectée dans le corps à intervalles réguliers. Puis ce qu'on espère faire, c'est de se retrouver dans un intervalle thérapeutique, puis, si possible, éventuellement atteindre un certain plateau. Le plateau, c'est sûr qu'il va osciller, parce qu'entre chaque dose, ça baisse un petit peu, ça monte, ça baisse un petit peu. Je vous présente tout de suite un peu à quoi ça ressemblerait. Si, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doses, bien là, vous voyez un peu ce qui se passe. La façon dont c'est écrit dans le texte, dans l'énoncé, à chaque fois qu'on atteint la demi-vie, donc à chaque fois qu'on a diminué de moitié, on injecte une nouvelle dose. On diminue de moitié par rapport à cette quantité-là, on injecte une nouvelle dose. Et là, le graphique, c'est le bon, ça dit en passant. Vous voyez qu'il y a un certain plateau qui semble, une certaine asymptote pour les injections qui semblent
arriver à un certain point. Et mon petit pointillé, c'est mon... dans le fond, c'est l'asymptote, c'est la valeur que j'aurai à l'infini. Comment on va démêler ça mathématiquement? Voilà. Donc, au A, je fais un exemple avec seulement 2 doses. Donc, juste que vous compreniez la mécanique. Donc, il y a 2 doses qui sont administrées. On dit que la deuxième dose est injectée lorsque la demi-vie de la première injection est atteinte. Donc là, on est dans la situation numéro 1. Après combien de temps il y a une demi-vie? Quelle est la concentration à ce moment-là? Vous ajoutez une deuxième dose. Donc, vous êtes en mesure de calculer la concentration dans le système. OK? Si je faisais un graphique, dose initiale, c'est plus facile si on parle de C1 comme la première injection. Donc, je sais que c'est 0, concentration initiale, mais moi, je vais définir un petit peu plus loin CI, la concentration au début de la IM dose. Donc, on aurait pu définir différemment, mais C1, c'est la première dose. Donc, la concentration initiale, c'est C1. Faites juste attention. OK? Donc, si on a C1 sur 2, donc à partir du moment où on a diminué de moitié, on injecte une nouvelle dose et là, on laisse aller indéfiniment. Bon, désolé pour le dessin. La question est la suivante. Pour cette question, pour le A, il y a toujours le même intervalle thérapeutique. Mais là, l'intervalle thérapeutique, on devrait être plus longtemps dedans. Pendant combien de temps on est dans l'intervalle thérapeutique? Donc là, vous allez devoir faire un petit travail, un petit peu de logique, mais il y a cette quantité de temps-là ici qui correspond à la demi-vie. Puis il y a une petite valeur ici qu'on ajoute. Et là, on veut savoir en T combien de temps au total on s'est situé dans l'intervalle thérapeutique. Donc, ça va être un solve, ça va être une résolution d'équation à laquelle il va falloir ajouter un petit morceau ici. Au B, on reprend le même travail, mais là, on fait comme s'il y avait une infinité, une quantité N de doses. Donc, il y a une multitude de doses qui est administrée. Donc, vous voyez ici, je vous demande comment varie le temps entre les doses. Donc, ça fait référence entre la demi-vie, ça fait référence entre chaque dose. Donc, est-ce que ça change le temps de chaque dose? Fait que là, ça fait référence à une autre question qui a été posée. Donc, une petite explication toute simple. Donc là, ce que vous allez devoir faire, si encore une fois, je reprends le graphique qui est ici, j'ai C1, la concentration après une dose, C2, la concentration après la deuxième dose, C3, et à chaque fois, c'est le même manège. La demi-vie est atteinte, nouvelle injection, toujours la même injection. Demi-vie est atteinte, nouvelle injection, et là, etc., etc., etc. Je vous demande, vous allez vous rendre compte que vous devez vous rendre compte que c'est une progression géométrique et allez voir vos exercices synthèse, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Mais quand vous allez écrire, donc la première chose que vous devriez faire, allez-y de manière intuitive. Excusez-moi, j'écris C0. C1. Quel est C1? Quel est C2? Vous êtes capable numériquement de le calculer. Donc là, je ne suis pas dans les équations différentielles. Là. On est capable de, on diminue de moitié, on ajoute une concentration. On diminue de moitié, on ajoute. Puis là, le but, c'est de trouver le terme général de Cn. C'est exprimer Cn, donc la somme des n premières doses. C'est pas si évident que ça si vous vous attaquez comme ça le problème de front. Il y a plusieurs petites étapes, il y a des choses à vous rendre compte. Je vous répète, les exercices synthèse vous donnent un peu la clé pour voir l'équation, la pression géométrique. Petit indice, si vous abordez le problème en regardant tout le temps la différence qu'il y a entre deux doses consécutives, donc combien qu'on a ajouté entre C1 et C2, entre C3 et C4, etc. Donc, ce qu'on ajoute, on pourrait le définir, je ne vous oblige pas, mais mes petits traits en rouge qui sont là, eux, vous allez rapidement trouver que c'est toujours la moitié de ce qu'on ajoute précédemment. Donc, la relation, la progression géométrique se retrouve avec qu'est-ce qu'il y a en rouge, alors que qu'est-ce qu'il y a en vert, la sommation, c'est une sommation d'une progression géométrique de ce qui est en rouge. OK? Donc, vous prendrez le temps de réfléchir à tout ça. Et une fois que vous allez avoir exprimé, donc, trouvé, c'est vraiment l'élément clé l'étape ici, c'est la plus importante. Là. Une fois que vous avez ça, ben, je vous demande d'interpréter. Par exemple, si je veux faire un traitement pendant une journée, complète, ben, c'est quoi? C'est 8? C'est 6?
combien ça vaut. Vous me l'exprimez à l'aide de votre série géométrique, donc avec le terme général de combien à combien vous additionnez, et je vous demande de calculer la valeur explicitement, c'est-à-dire de voir, vous me le faites, là, j'ai fait, je vais écrire n'importe quoi, mais en même temps, il faut que je fasse 4 plus 4 à la 1 plus 4 à la 0 plus 4 à la 1 plus 4 à... C'est ça que j'entends par explicitement, là. Je veux voir au complet les 8, 9, 10 termes. Puis là, ben ça, vous allez me l'avoir écrit comme une sommation, blablabla, une progression géométrique qui va de 1 à, je ne sais pas, à 8, à 7, à 9, à je ne sais pas combien. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça au 3, ben, vous allez avoir une valeur numérique. Est-ce qu'il y aurait, ça devient lourd si, par exemple, le traitement, s'il y a 352 doses, ça va être long de pitonner 352 fois. Donc, je vous demande de développer, de trouver la formule qui me permet tout de suite de trouver explicitement la énième dose, sans devoir y aller un à un. Bien, une fois que vous avez la formule, vous avez juste à remplacer la valeur du n et de regarder ce que cette formule vous donne et vous devriez avoir la même chose que ce que vous avez fait ici. OK? Si n s'étend à l'infini, si on continuait le traitement une infinité de temps, on veut s'assurer que, que la concentration se stabilise autour d'une valeur. Parce que si ça monte à l'infini, il y a un moment donné où ça devient toxique. Donc, il faut faire attention. Pourquoi on prend. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs qu'on prend la demi-vie, c'est quelque chose qui est fait en chimie, qui est fait en pharmacocinétique. Si on donne des doses trop rapprochées, ce qui va arriver, c'est qu'on va dépasser l'intervalle thérapeutique. Donc, ce que je vous demande de démontrer, c'est que lorsqu'on prend une infinité de doses, on va quand même rester vers quelle valeur on tend et est-ce que cette valeur est correcte pour la santé? Donc, est-ce qu'on reste à l'intérieur de l'intervalle thérapeutique? OK? Donc, voilà. Ça conclut le numéro 2. Le numéro 3 qui demande le plus. Le numéro 1 puis 2, c'est des choses que vous avez déjà fait. C'est différent parce que là, on le met dans un contexte que vous n'avez jamais entendu parler. OK? Mais ça reste que mathématiquement, rien vraiment de nouveau. Au 3, là, on commence à sortir un peu de la boîte. On va prendre un comprimé d'un médicament et regarder comment il réussit, comment la concentration varie dans le sang. Si vous vous rappelez mon schéma au début, lorsque c'est par intraveineuse, c'est quelque chose qui descend de façon exponentielle, c'est le mot. Alors que lorsqu'on prend un médicament de façon orale, voici le graphique. Donc, j'arrive avec la fin, je vous donne la finalité de la chose. Voici ce qui se passe. Quand vous prenez un ibuprofène, un Tylenol, la concentration est à 0 dans le sang, va augmenter, atteindre un certain pic avant de descendre de façon exponentielle. Donc, vous voyez, le schéma n'est pas tout à fait le même. Pour quelle raison? Pourquoi il y a un décalage entre le moment où la dose atteint son maximum et le début, le maximum et la décroissance exponentielle? Il y a un décalage puisqu'il y a plus qu'un réservoir. Dans ce cas-ci, on va considérer dans le fond un problème avec 2 réservoirs. Si je reprends mon fameux dessin. J'avale une dose d'un coup. Fait que dans un coup, d'un coup, on va considérer que dans l'estomac, il y a maintenant des molécules. Donc, estomac, j'essaie de l'écrire du mieux que je peux. Donc, dans l'estomac, on va se retrouver avec nos molécules qui vont se dissoudre. Vous lirez chacun des picots. Je vais résumer, dans le fond, ce que je fais là en ce moment, c'est résumer la mise en situation qui est quand même assez longue. Je répète que tout ce qui est écrit ici, qui est un peu la partie théorique qui fait le lien entre l'administration orale et le côté mathématique des choses. Donc, je l'explique avec des mots. Je veux que vous soyez capable, en mesure de le traduire de façon mathématique. Puis c'est à travers les différentes questions que vous allez pouvoir me le montrer. Sachez que toutes ces informations-là se retrouvent, puis même les beaux petits schémas sont pratiquement les mêmes que ce que j'ai mis dans les sources. Les différentes sources que j'ai citées au début du devoir expliquent pas mal ce que je suis en train de faire là. Donc, le passage du système digestif vers le système circulatoire se fait à un taux proportionnel. Donc, la vitesse à laquelle, donc c'est un réservoir, la vitesse à laquelle les molécules transigent de un à l'autre. Donc, la vitesse à laquelle
le réservoir, les picots verts du réservoir estomac se vident, c'est proportionnel, donc un taux proportionnel à la quantité de médicaments présents dans le système digestif. Plus qu'il y a de molécules du médicament dans le système digestif, plus que ici, ça va se vider. Il faut comprendre par contre que le médicament en tant que tel, la façon dont il est fait, il va d'abord passer par la gorge, il va avoir un certain enrobé quelconque. Tu sais, le médicament, c'est pas juste la molécule pure, là, il y a une petite dose de sucre alentour, quoi que ce soit. Ça fait en sorte que quand j'avale une dose, il y a une certaine dose qui s'est comme dissipée, qui est allée à des endroits où ça va servir à rien. OK? Donc, il y a juste une fraction, une proportion F de la dose initiale X0 qui est réellement disponible. Ça, c'est en lien pour vous aider à trouver la condition initiale. OK? Donc, si on se place juste du point de vue de l'estomac, l'élimination se fait pareil comme l'élimination du système circulatoire. Il n'y a pas de différence. Fait que l'équation est sensiblement la même. C'est pour ça qu'ici, je vous dis, ben, déterminer la quantité. Attention, on parle de quantité, pas de concentration. Ici, il y a une raison. Puis, je vous demande de vous inspirer du numéro 1 parce que c'est relativement la même chose. Fait que vous pourriez me citer, pas obligé de refaire tout le problème, juste de me changer les paramètres en question. Fait que qu'est-ce qui est en jaune ici, la vitesse à laquelle l'estomac se vide, c'est pratiquement la même chose qu'au numéro 1. Là où ça change, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de variation de la concentration du médicament dans le système circulatoire, bien, je l'ai dit ici. Ici, pardon, on va y aller comme ça. Les molécules qui sont absorbées par le système circulatoire sont exactement celles qui sont éliminées. Il y a une petite erreur de frappe ici. OK. Je vais mettre une autre version en ligne. Ce n'est pas circulatoire ici. Donc, les molécules absorbées par le système circulatoire, donc les points verts qui arrivent ici, la vitesse à laquelle les points verts arrivent, c'est l'opposé de la vitesse à laquelle les points verts se vident là. Ce qui est, vous en conviendrez, assez logique. C'est des réservoirs, des vases communicants. Donc, ici, ce n'est pas circulatoire qui va là, mais plutôt, donc, les molécules absorbées par le système circulatoire viennent exactement de celles qui sont éliminées par le système digestif. Le taux de variation de la quantité absorbée. Donc, ici, on s'intéresse à la variation de ce qui se passe dans le sang. Dans le sang, il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Ce qui rentre puis ce qui sort, c'est étroitement relié. Donc, ce qui rentre dans le sang, c'est étroitement relié à ce qui sort de l'estomac. Donc, l'équation différentielle que vous allez avoir, c'est une différence. Il va y avoir quelque chose qui rentre, moins quelque chose qui sort. Donc, je vais écrire ça, j'en dirai pas plus. Donc, la concentration dans le sang, je vais mettre S pour 100. C'est la vitesse à laquelle quelque chose qui rentre, moins quelque chose qui sort. Donc, je vous donne les informations sur qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. C'est encore une fois la même chose que l'élimination se fait de la même façon qu'une injection par intraveineuse, donc encore une fois par rapport au numéro 1. Okay? Plus il y a de molécules dans le sang, plus que l'élimination se fait rapidement. Vous pouvez comprendre pourquoi, intuitivement, on se retrouve avec un graphique comme ça. Au début, dans le sang, il n'y a rien. Ça monte très rapidement, puisque au début, très rapidement, il y a comme on prend le comprimé dans l'estomac, il y a beaucoup de points verts, il y a beaucoup de molécules dans l'estomac. Donc, ça élimine beaucoup. L'estomac élimine beaucoup de molécules. Donc, le système circulatoire, lui, engobe beaucoup. Puis comme il englobe beaucoup, mais qu'au début, il n'y a pas beaucoup de molécules dans le sang, il en élimine pas autant qu'il en reçoit, autrement dit, ce qui fait qu'on est en croissance. Mais au fur et à mesure qu'il y a moins de molécules dans l'estomac, parce qu'on a éliminé beaucoup, donc il y en a de moins en moins, il y en a moins qui rentrent, mais il y en a eu de plus en plus dans le sang. Donc là, la vitesse à laquelle le sang élimine les molécules prend le dessus. Raison pour laquelle on commence à diminuer. Puis à un certain point, il y a carrément plus de molécules qui arrivent. Donc, le réservoir du sang se vide et
Vous voyez que la pente finit par arriver à 0. La difficulté mathématique est la suivante. Je vous demande d'établir l'équation différentielle à partir des informations qui sont données là. Puis je vous donne la réponse. Ça devrait être ça, l'équation différentielle du sang. Donc, en A, vous allez trouver l'équation différentielle, la quantité de médicaments dans le système digestif. Vous allez résoudre l'équation différentielle. Puis je vous dis que vous allez avoir une manipulation à faire à un certain moment. Pourquoi je parle de quantité de médicaments dans le système digestif, mais je parle de concentration dans le sang? C'est plus logique de parler en termes de concentration, parce que la concentration d'une personne à l'autre va être la même. L'intervalle thérapeutique en termes de concentration va être le même. Que je pèse 200 livres ou que tu en pèses 120, c'est la concentration qui nous dit si oui ou non on est dans le bon intervalle. Pas nécessairement la quantité. Quelqu'un qui est plus gros, qui est plus massif, va avoir besoin d'une plus grande quantité. Mais quand on prend un comprimé, c'est une quantité qu'on met. Puis le système digestif, lui, le volume de sang n'a pas d'influence sur le système digestif. Donc, on parle de quantité quand on parle du système digestif, mais on a besoin de le convertir en termes de concentration une fois rendu dans le sang avec cette petite relation-là. Je vous laisse réfléchir, vous irez consulter les trucs, mais à la toute fin, vous devrez arriver avec cette belle équation différentielle-là. Cette équation différentielle-là, fait que j'arrive au point mathématique un peu plus subtil du devoir, vous ne serez pas capable de résoudre. Donc, vous ne serez pas capable de partir de là, de séparer les variables et d'arriver là. Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas les outils. Pas que c'est impossible. Vous n'avez pas les outils pour le faire. Mais, si vous comprenez comment fonctionnent les équations différentielles, vous êtes en mesure de démontrer que si la fonction est la suivante, elle satisfait cette équation différentielle-là. Donc, je vous demande de démontrer que l'équation ici est satisfaite à l'équation différentielle qui est là. Un exemple bien simple. Si, par exemple, je dis, je pense que j'en ai mis un exemple des équations différentielles, peut-être exercice synthèse, mais si je dis y' égale, je vais dire n'importe quoi, e à la 3x, et là, je prétends que y égale à, par exemple, e à la 3x, ça va être sur 3. Mettons, je dis ça comme ça. Est-ce que cette équation-là satisfait cette équation différentielle? Ce que je dois faire, c'est dériver cette équation-là et m'assurer que lorsque je la dérive, j'obtiens bel et bien cette fonction-là. Donc, quand vous allez prendre ça et que vous allez la dériver, est-ce que vous allez vous retrouver avec cette expression-là? C'est un peu ça que je vous demande de faire. Il y a du travail algébrique. Si vous prenez Maxima, ça va se faire très vite, mais vous devez être à l'aise avec trouvant les bonnes commandes, les bonnes substitutions à faire. Sinon, ben, c'est ça. Ça demande quand même de dériver avec des constantes, etc., etc. Donc, au niveau algébrique, il y a un gros travail. Un gros travail. Il y a un travail un peu plus substantiel à faire ici. Une fois que ça va avoir été démontré, je ne vous demande pas de tracer le graphique, je l'ai fait pour vous, là, mais une fois qu'on a ça, on arrive avec un problème un peu plus appliqué. Je vais vous demander de trouver c'est quoi la valeur ici, c'est quoi le temps pour lequel la concentration est maximale. Mathématiquement, au niveau du calcul différentiel, il y a une propriété très intéressante pour savoir quand est-ce que quelque chose est maximal. Donc, c'est un lien avec la dérivée, une équation à résoudre par rapport à la dérivée. Vous le savez bien. Mais pour y arriver, je vais avoir besoin des valeurs f, v. Il faut que je les connaisse, les valeurs des paramètres, pour avec une valeur numérique. Ce que je vous donne comme information, c'est que le taux d'absorption est 3 fois plus rapide que le taux d'élimination. Donc, Ka qui est ici est 3 fois plus grand que Ke. Ka qui est ici est 3 fois plus grand que Ke. Et je vous donne pas que je vous donne un indice, le Ke, le médicament, c'est le même qu'au numéro 1. Fait au numéro 1, vous avez trouvé la vitesse à laquelle le médicament est éliminé du sang. Bien, c'est la même chose ici, c'est la même valeur. Cette valeur-là, vous allez l'avoir trouvée au numéro 1. Parce que je le répète,
l'élimination du médicament se fait de la même façon qu'une injection intraveineuse. Fait que le KE que vous avez ici fait référence à ce que vous avez trouvé précédemment. À partir de là, vous allez avoir toutes les informations sur les constantes. Vous allez pouvoir résoudre, trouver la valeur T pour laquelle l'équation différentielle vaut 0. OK? Et ça conclut le